L'insuffisance rénale aiguë est une urgence médicale. Se caractérise par une diminution rapide et souvent réversible de la fonction rénale, survenant sur quelques heures à quelques jours. Cette dégradation brutale de la filtration glomérulaire provoque plusieurs déséquilibres dans le corps. Parmi les principaux, on trouve des troubles hydroélectrolytiques tels qu'une acidose métabolique causée par l'accumulation d'acide que les reins ne parviennent pas à éliminer, entraînant une baisse du pH sanguin. L'IRA peut provoquer une hypercalémie qui résulte d'une accumulation de potassium dans le sang et peut affecter gravement le fonctionnement cardiaque. L'hyperhydratation est une autre conséquence liée à une rétention d'eau excessive qui engendre des œdèmes dans tout le corps. En parallèle, des déchets azotés comme l'urée et la créatinine, habituellement éliminés par les reins, s'accumulent dans le sang à cause de la diminution de la filtration glomérulaire. L'insuffisance rénale aiguë affecte également la production d'urine, ce qu'on appelle la diurèse. Le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë repose sur plusieurs éléments cliniques et biologiques. Tout d'abord, une perturbation de la diurèse constitue un signal d'alerte. Une absence quasi totale de la production d'urine, appelée l'anurie, est définie par un volume inférieur à 50 ml sur une période de 12 heures. Tandis qu'une réduction notable de la diurèse, ce qu'on appelle l'oligurie, se caractérise par une production inférieure à 0,5 ml par kilogramme par heure sur une durée d'au moins 6 heures. Une surveillance stricte de la diurèse associée à un dosage précis de la créatinine sérique est indispensable pour confirmer une altération de la fonction rénale. Par ailleurs, l'insuffisance rénale aiguë peut provoquer un syndrome urémique aigu qui regroupe plusieurs symptômes. L'hyperhydratation liée à une rétention d'eau excessive qui peut être de deux types. Dans le cas d'intracellulaire, une baisse de sodium dans le sang, ce qu'on appelle l'hyponatrémie, peut provoquer des troubles neurologiques graves comme des convulsions ou un coma. Dans le cas d'hyperhydratation extracellulaire, l'accumulation d'eau entraîne des œdèmes, une élévation de la pression artérielle, voire un OAP, ou un œdème aigu pulmonaire. En plus de cela, des troubles minéraux comme une hyperphosphorémie, c'est-à-dire trop de phosphate dans le sang, peuvent perturber l'équilibre de calcium et de phosphore, entraînant des complications. Les anomalies sanguines sont également courantes, notamment une anémie normochrome normocytaire et souvent tardive, avec des saignements dus à une mauvaise fonction des plaquettes, ce qu'on appelle la thrombopathie urémique. En plus de tout ça, un risque accru de formation de caillots sanguins, appelé la coagulation intravasculaire disséminée. L'insuffisance rénale aiguë peut aussi causer une malnutrition sévère, visible par un faible taux d'albumine dans le sang, ce qu'on appelle l'hypoalbuminie. Les toxines qui s'accumulent dans le corps peuvent affecter le système nerveux, provoquant une fatigue extrême, des convulsions ou un coma. Enfin, des troubles digestifs comme des nausées, des vomissements et parfois des saignements digestifs viennent souvent compliquer le tableau clinique. L'insuffisance rénale aiguë est classée en 3 stades, selon les critères définis par le KDIGO, or Kidney Disease Improving Global Outcomes. Cette classification est basée sur des changements de la créatinémie, c'est-à-dire le taux de créatinine dans le sang, et sur la diurèse ou le volume d'urine produit. Le premier stade est identifié lorsque la créatinémie augmente de plus de 26 micromoles par litre, c'est-à-dire plus de 3 mg par litre en 48 heures ou de plus de 50% en 7 jours. Côté diurèse, cela correspond à une production d'urine réduite à moins de 0,5 ml par kilogramme du poids corporel par heure pendant 6 à 2 heures. Le deuxième stade reflète une aggravation de la fonction rénale avec un doublement de la créatinémie par rapport à sa valeur initiale. Pour la diurèse, il diminue encore davantage, atteignant moins de 0,5 ml par kilogramme par heure pendant 12 heures ou plus. Le troisième stade est le stade le plus sévère, se manifeste par un triplement de la créatinémie par rapport à sa valeur initiale ou un taux de créatinine supérieur à 354 micromoles par litre en l'absence de données antérieures. La diurèse tombe à moins de 0,3 ml par kilogramme par heure pendant 24 heures, où il peut avoir une absence totale d'urine, c'est-à-dire l'anurie, pendant 12 heures ou plus. Cette classification précise permet d'évaluer la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë de manière standardisée et d'adopter des stratégies de traitement adaptées pour chaque cas. Pour affirmer que l'insuffisance rénale est aiguë, plusieurs éléments diagnostiques doivent être pris en compte. Ces éléments permettant de distinguer une insuffisance rénale aiguë d'autres conditions rénales chroniques ou transitoires.
Une augmentation brutale de la créatinine indique une altération rapide de la fonction rénale, caractéristique de l'insuffisance rénale aiguë. Un taux de créatinine qui reste stable ou qui augmente progressivement pourrait plutôt suggérer une pathologie rénale chronique. En cas d'insuffisance rénale aiguë, les reins ont généralement une taille normale, ce qui peut être vérifié par une échographie rénale ou une radiographie abdominale sans préparation, ou ce qu'on appelle l'ASP. L'atrophie rénale bilatérale, en revanche, est plus courante dans les pathologies rénales chroniques. L'anémie, bien que fréquente dans les pathologies rénales chroniques, n'est pas un signe typique d'insuffisance rénale aiguë. En effet, une diminution rapide de la fonction rénale dans le cadre d'insuffisance rénale aiguë n'est pas le temps de provoquer une anémie significative. Finalement, en cas d'insuffisance rénale aiguë, la calcémie ou le taux de calcium sanguin reste souvent normal, contrairement à l'insuffisance rénale chronique où des troubles de métabolisme du calcium se manifestent par une hypercalcémie ou une hypocalcémie peut se développer sur une longue période. Lorsqu'on prend une charge d'une insuffisance rénale aiguë, il faut identifier rapidement des signes de gravité qui peuvent indiquer un risque pour la vie du patient et nécessitent une intervention immédiate. Ces signes concernant différents systèmes du corps et reflétant des déséquilibres graves. Tout d'abord, une rétention d'eau et de sodium peut se manifester par une hypertension artérielle ou un odème aigu du poumon, ce qu'on appelle l'OAP. Ce sont des complications graves liées à une surcharge hydrique. Une radiographie thoracique est indispensable pour rechercher un OAP qui peut rapidement mettre en jeu le pronostic vital du patient. Un taux élevé de potassium, ce qu'on appelle l'hypercalémie, est fréquent dans l'insuffisance rénale aiguë et peut provoquer des troubles de rythme cardiaque. Un ECG ou un électrocardiogramme permettent de détecter des anomalies comme des ondes T pointues ou un allongement de l'intervalle PR. L'accumulation d'acides non volatiles, c'est-à-dire des acides produits par le métabolisme cellulaire et qui ne peuvent pas être éliminés par les poumons, conduit souvent à une acidose métabolique, caractérisée par une respiration rapide et profonde visant à compenser l'excès d'acidité dans le sang. Pour diagnostiquer cette acidose, un bilan de gaz de sang et le calcul de trous anioniques permettent de déterminer son origine et sa gravité. L'accumulation de déchets azotés comme l'urée peut provoquer des troubles neurologiques tels qu'une confusion, des convulsions ou un coma. Sur le plan hématologique, un défaut d'agrégabilité des plaquettes peut entraîner des hémorragies spontanées. Enfin, une dénutrition sévère, souvent associée à une augmentation du catabolisme et à une perte de poids, affaiblit le système immunitaire, augmentant ainsi la susceptibilité aux infections et aggravant l'état général du patient. Il est également important de différencier l'anurie de la rétention aiguë d'urine. L'anurie, c'est-à-dire la formation d'urine par les reins, est complètement arrêtée. Cela suggère une insuffisance rénale, où les reins ne fonctionnent plus correctement pour éliminer les déchets et réguler l'équilibre hydrosodique. Alors que dans la rétention aiguë d'urine, l'arrêt de la diurèse est dû à un défaut de vidange vésical et non à une défaillance rénale. Le problème réside dans l'obstruction des voies urinaires et dans une incapacité de la vessie à se vider correctement, ce qui empêche l'urine d'être excrétée malgré une production normale. Il est donc essentiel de rechercher systématiquement un globe vésical chez tout patient oligoanurique. Le diagnostic étiologique est le processus consistant à identifier la cause ou l'origine de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aiguë peut être causée par une obstruction des voies urinaires, une situation dans laquelle l'urine ne peut pas être évacuée normalement, ce qui entraîne une rétention d'urine dans les reins et une altération de leur fonction. L'insuffisance rénale aiguë obstructive est généralement réversible si l'obstruction est rapidement identifiée et traitée. Le patient peut avoir des antécédents de l'étiase urinaire ou des calculs rénaux, ce qui prédispose à des obstructions des voies urinaires. Les cancers digestifs ou pelviens peuvent également être une cause sous-jacente, car ces pathologies peuvent entraîner des compressions des voies urinaires. Cliniquement, ils se manifestent par des symptômes variés, notamment une dysurée, caractérisée par des difficultés à uriner, des douleurs lombaires, souvent liées à une distension rénale ou une obstruction des reins. L'hématurie, avec ou sans caillot urinaire, est fréquente et témoin d'une irritation ou d'une lésion des voies urinaires. La présence de fièvre peut suggérer une infection sous-jacente des voies urinaires ou une pyélonéphrite associée, tandis que l'asthénie est une altération de l'état général reflétant une détérioration globale de la fonction rénale. Lors de l'examen physique, il faut rechercher la présence d'un globe vésical indicatif d'une distension de la vessie due à une obstruction. Chez les hommes, un toucher rectal est souvent nécessaire pour explorer une éventuelle hypertrophie bénigne de la prostate, une cause fréquente d'obstruction urinaire. Chez les femmes, un toucher vaginal pour rechercher des masses pelviennes telles que des tumeurs du col utérin ou d'autres anomalies susceptibles de comprimer les voies urinaires. Les
examens complémentaires jouent un rôle clé dans le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë obstructive, permettant de confirmer la présence d'une obstruction des voies urinaires et de localiser précisément la cause. L'échographie rénale et des voies urinaires est systématique et fondamentale dans le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë obstructive. L'échographie permet de visualiser une dilatation des voies urinaires, ce qui confirme la présence d'une obstruction. En fonction des résultats de l'échographie, d'autres examens peuvent être nécessaires. Les causes principales d'une insuffisance rénale aiguë obstructive sont variées et touchant plusieurs structures. La présence de calculs rénaux, qu'ils soient bilatéraux ou unilatéraux, peut bloquer l'écoulement d'urine. Une obstruction peut survenir même en cas de rein unique, ce qui est particulièrement grave car cela compromet totalement la fonction rénale de ce rein. Les tumeurs représentent aussi une autre cause significative. L'hypertrophie bénigne de la prostate, très fréquente chez les hommes âgés, il peut entraîner une compression de l'urètre, perturbant ainsi l'écoulement d'urine. Parmi les pathologies les plus rares, la fibrose rétropéritonéale qui peut provoquer un rétrécissement des urètres en raison de la formation de tissu cicatriciel dans l'espace rétropéritonéal. Une adénopathie compressive peut survenir dans un contexte infectieux, inflammatoire ou tumoral, notamment dans la région pelvienne ou abdominale, exerçant ainsi une pression sur les voies urinaires et aggravant l'obstruction. Deuxième type d'insuffisance rénale aiguë, c'est l'insuffisance rénale fonctionnelle. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle est caractérisée par une diminution de la perfusion rénale due à des conditions qui altèrent le débit sanguin rénal sans lésion structurale directe des reins et survient dans plusieurs contextes cliniques spécifiques. Les patients présentant des maladies chroniques ou des déséquilibres physiologiques sont particulièrement à risque. Parmi eux, ceux atteints d'insuffisance cardiaque chronique, car une fonction cardiaque insuffisante compromet la perfusion des organes, y compris les reins. De même, l'insuffisance hépatique chronique, souvent associée à des syndromes hépatorénaux, réduit le flux sanguin systémique, affectant indirectement les reins. Le syndrome néphrotique, qui provoque une perte importante de protéines par les urines, peut entraîner une hypovolémie sévère, limitant l'apport sanguin rénal. Certains médicaments pharmacologiques jouent un rôle dans le développement de l'IRA fonctionnel. Les diurétiques, en augmentant l'exertion de fluide, peuvent induire une déshydratation. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens inhibent la synthèse de la prostaglandine nécessaire à la vasodilatation des artérioles afférentes des reins, tandis que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion perturbant le système rénine-angiotensine-aldostérone diminuent ainsi la pression de perfusion. Les épisodes de diarrhée et de vomissement entraînent fréquemment une déshydratation sévère. Cette réduction du volume circulant effectif diminue la perfusion rénale, exacerbant ainsi le risque d'IRA fonctionnelle, en particulier chez les individus déjà fragiles. Les signes physiques d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle reflétant principalement un état de déshydratation et d'hypoperfusion systémique. Une hypotension artérielle témoigne d'un volume circulant effectif réduit et une tachycardie compensatrice en réponse à une hypovolémie. Dans les cas sévères, ces signes peuvent évoluer vers un état de choc. Bien que paradoxaux dans un contexte de déshydratation, les œdèmes peuvent survenir chez certains patients. L'accumulation du liquide, souvent visible au niveau des membres inférieurs, résulte d'un déséquilibre entre les pressions hydrostatiques et oncotiques. Une accumulation du liquide dans la cavité abdominale peut également être observée, surtout chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique chronique ou d'insuffisance cardiaque droite. Les examens complémentaires sont essentiels pour confirmer le diagnostic d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle pour la différencier d'autres formes d'IRA, notamment organiques. L'un des principaux tests à réaliser est l'analyse du rapport entre les ions, l'urée et la créatinine dans le sang et l'urine. Le premier critère important de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle est une natriuréase inférieure à 20 mmol par litre. Si le calcul des ratios l'urée-créa plasmatique est supérieur à 100 mmol par litre, suggère également une perfusion dégradée. Troisième moment, l'insuffisance rénale aiguë organique. L'insuffisance rénale aiguë organique est causée par une lésion directe des reins, touchant principalement les tubules, les glomérules, le parenchyme rénal ou les vaisseaux sanguins rénaux. Le diagnostic est souvent fait selon un tableau clinique spécifique et chaque type de lésion rénale a des étiologies et des présentations caractéristiques. On commence par la nécrose tubulaire aiguë. La nécrose tubulaire aiguë est la forme la plus fréquente de l'insuffisance rénale aiguë organique, représentant environ 80% des cas. Elle se développe lorsque les tubules rénaux subissant des dommages sévères. Contrairement à d'autres causes d'IRA, la nécrose tubulaire aiguë se distingue par l'absence de signes comme l'hypertension artérielle ou les œdèmes. Les analyses d'urine révélant souvent une protéinurie faible, c'est-à-dire moins de 1 g par jour, et aucune hématurie, ce qui exclut des affections rénales comme les glomérulopathies. Ces caractéristiques cliniques permettant une orientation diagnostique rapide. Les étiologies de la nécrose tubulaire aiguë sont variées mais convergent autour de deux grands mécanismes. Tout d'abord, l'ischémie rénale, souvent causée par
par un choc hypovolémique ou septique qui entraînant des lésions tubulaires irréversibles. Ensuite, la toxicité tubulaire qui est fréquente avec l'utilisation de substances comme les aminosides, les produits de contraste iodés ou encore les ANS qui altèrent directement les cellules des tubules. Dans certains cas, des précipitations intratubulaires comme les chaînes légères d'immunoglobine. Dans le cas de myélome multiple, la myoglobine, libérée en cas de rhabdomyolyse ou encore secondaire à des médicaments comme le méthotrexate et la cyclovir. Deuxièmement, les glomérulopathies aiguës. Les glomérulopathies aiguës affectant principalement les glomérules rénaux, où se produit la filtration sanguine. Elles se manifestent souvent par des signes cliniques de dysfonctionnement glomérulaire. Parmi les manifestations les plus courantes, on retrouve l'hypertension artérielle en raison de la rétention du sodium et d'eau. Les œdèmes, visibles notamment au niveau des jambes et du visage, reflétant une accumulation excessive de liquide dans les tissus. Les analyses d'urine révélant généralement une protéinurie importante, supérieure à 2 à 3 grammes par jour, signalant une perte massive de protéines causée par des lésions glomérulaires. L'hématurie, parfois macroscopique, est également fréquente et traduit la présence du sang dans les urines. Les étiologies des glomérulopathie aiguës sont variées mais regroupées sous des entités bien définies. La glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse est souvent déclenchée par des infections, notamment streptococciques, qui induisent une réponse inflammatoire aiguë dans les glomérules. Une autre forme, la glomérulonéphrite rapidement progressive, peut prendre des aspects endocapillaires ou extracapillaires. Les affections systémiques comme le lupus érythémateux systémique ou le purpura rhumatoïde, entraînant une inflammation glomérulaire sévère et rapide. Troisièmement, les néphropathies interstitielles aiguës, impliquant l'inflammation du tissu interstitiel rénal qui entoure les tubules et les vaisseaux sanguins. Une des manifestations cliniques majeures est une leucocyturie marquée, reflétant une infiltration importante de leucocytes dans les urines. Les causes des néphropathies interstitielles aiguës peuvent être d'origine infectieuse et immunoallergique. Les infections induisant une inflammation due à des agents pathogènes envahissant les reins, et les réactions immunoallergiques représentant une autre cause significative qui peut être liée à l'utilisation de certains médicaments. Quatrièmement, les néphropathies vasculaires aiguës concernant les vaisseaux sanguins dans les reins. L'un des signes cliniques caractéristiques est l'hypertension artérielle marquée, et ces conditions ont plusieurs étiologies. Parmi elles, le syndrome hémolytique et urémique et les microangiopathies thrombotiques qui figurent en première ligne. Dans ces affections, les microthrombeuses se formant dans les vaisseaux rénaux et entraînant des dommages significatifs. La néphroangiosclérose maligne, une conséquence d'une hypertension artérielle sévère et prolongée. Les emboles de cristaux de cholestérol représentent une autre cause notable. La ponction biopsie rénale est un examen invasif permettant de recueillir un échantillon de tissu rénal pour l'analyse histologique. Elle est particulièrement utile pour établir un diagnostic précis dans les cas d'insuffisance rénale ou des maladies rénales dont l'origine est incertaine. Donc, quelles sont les indications de la ponction biopsie rénale? La ponction est indiquée dans les cas d'insuffisance rénale aiguë qui évoluent rapidement, généralement en moins de quelques jours ou semaines. Lorsque la cause de l'insuffisance rénale aiguë n'est pas immédiatement identifiable par les examens cliniques biologiques ou d'imagerie, la biopsie rénale peut fournir des informations supplémentaires permettant de déterminer si la cause est primaire ou secondaire ou s'il s'agit d'une lésion rénale aiguë d'origine glomérulaire, tubulaire ou interstitielle. La présence d'une protéinurie abondante ou d'une hématurie en association avec l'insuffisance rénale aiguë suggérait une maladie glomérulaire. Dans ces situations, la biopsie est indispensable pour établir un diagnostic définitif. La ponction biopsie est indiquée lorsque des signes cliniques non rénaux, comme des manifestations dermatologiques, articulaires, neurologiques ou des signes de vascularite, sont présents. Ces signes peuvent suggérer une maladie systémique, comme le lupus érythémateux ou une vascularite. Si l'oligurie ou l'anurie persiste au-delà de 2 à 3 semaines, malgré un traitement conservateur ou des mesures de soutien, la ponction biopsie rénale devient essentielle pour évaluer les lésions rénales. Le traitement de l'insuffisance rénale aiguë repose sur plusieurs étapes, comprenant l'hospitalisation du patient, la gestion des urgences vitales, ainsi que la correction des troubles électrolytiques et métaboliques. Le patient doit être placé en position semi-assise pour améliorer la respiration et éviter une surcharge cardiaque. Une ou plusieurs voies veineuses périphériques pour permettre l'administration de traitements urgents. La mise en place d'une sonde urinaire pour surveiller la diurèse et faciliter l'évaluation de la fonction rénale. Un bilan initial comprend une créatinémie, l'énogramme, les gaz de sang, la NFS, CRP et un bilan d'imagerie, si nécessaire, basé sur l'échographie rénale. Tous les médicaments susceptibles d'aggraver la fonction rénale, y compris les ANS, les antibiotiques nephrotoxiques, doivent être arrêtés.
En cas d'état de choc, des mesures de réanimation doivent être mises en place immédiatement pour maintenir la perfusion des organes vitaux et éviter les lésions irréversibles. Le traitement symptomatique a pour objectif de corriger les urgences vitales qui peuvent en résulter de l'ERA, notamment les déséquilibres électrolytiques et acido-basiques. L'un des risques majeurs de l'ERA est l'hypercalémie, un excès de potassium dans le sang qui peut provoquer des arythmies cardiaques graves. Le traitement de l'hypercalémie comprend l'utilisation de glucanate de calcium administré en IV dans une solution de sérum physiologique à 0,9% pour antagoniser l'action de potassium sur le cœur. L'administration de solutions de 500 de glucose à 10% et des dénutide d'insuline ainsi que l'utilisation du salbutamol peut favoriser le transfert de potassium dans les cellules. Le furosemide est utilisé si le patient répond aux diurétiques et les caïxalates sont aussi utilisés pour éliminer le potassium. Et finalement, le recours aux dialyses si les traitements précédents échouent à normaliser les niveaux de potassium. Le tout accompagné d'une surveillance ECG stricte pour détecter les signes d'arythmie associés à l'hypercalémie. Pour le traitement de l'acidose métabolique, les bicarbonates de sodium sont administrés si l'acidose est associée à une hypercalémie sévère ou une perte de bicarbonate en cas de diarrhée. Les bicarbonates sont contre-indiqués en cas d'œdème aigu de poumon. En cas de surcharge hydrosodique ou si l'acidose persiste malgré les traitements, la dialyse peut être envisagée pour éliminer l'excès de fluides et des déchets. Les diurétiques de l'ANS sont utilisés si le patient n'a pas de réponse à la diurèse ou en cas d'OAP. Mais si non réponse aux diurétiques ou aggravation des symptômes d'OAP, la dialyse peut être nécessaire. L'épuration extra-rénale ou la dialyse est indiquée dans les cas où les fonctions rénales sont gravement altérées. Une correction rapide des anomalies est nécessaire et peut être utilisée en urgence ou de manière programmée en fonction de la situation clinique. La dialyse est urgente dans les situations suivantes. Si la concentration de potassium dans le sang est supérieure ou égale à 7 mmol par litre. En cas d'acidose menaçante qui ne peut pas être corrigée par des traitements médicaments comme cité précédemment. En cas d'OAP sévère ou de surcharge liquidienne nécessite un drainage rapide. Lorsque le Ré est élevé et qu'il entraîne des troubles neuropsychiques tels que des confusions, des convulsions ou un coma. Dans des situations particulières, la dialyse peut être planifiée lorsque la diurèse est insuffisante ou absente et que l'insuffisance rénale se poursuit malgré un traitement initial, ou dans le cas où le métabolisme corporel est excessivement perturbé. Next step, le traitement étiologique de l'insuffisance rénale aiguë, qui vise à traiter la cause sous-jacente en plus de la prise en charge symptomatique, comme l'installation d'une sonde urétrale ou la néphrostomie pour décompresser le rein dans les cas d'insuffisance rénale aiguë obstructive, l'ablation d'une lithiase, la chirurgie pour retirer une tumeur ou l'urétrolyse pour repérer la fibrose rétropéritonéale. Pour l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, il faut rétablir la pression de perfusion rénale et traiter la cause responsable. Et pour l'insuffisance rénale aiguë organique, le traitement dépend de la cause sous-jacente. Finalement, and finally, la surveillance pour éviter les complications et ajuster les traitements en fonction de l'évolution clinique et biologique du patient. Une surveillance clinique des constantes vitales et de la diurèse et une surveillance paraclinique par un suivi de la créatinémie, d'inogramme, du gaz de sang et de l'ECG. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.